Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour la deuxième fois, et oui, la deuxième fois de la semaine, pour ce deuxième jour des essais hivernaux. J'ai remarqué que la première vidéo vous avait beaucoup plu. Alors lors de la première vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on avait parlé de Mercedes, on avait parlé de Red Bull, on avait parlé de Racing Bulls, et on avait terminé cette vidéo avec Alpine. Donc là, on va s'intéresser à 4 autres écuries, je vais vous donner mon analyse globale. Le truc qui est plutôt cool, vu que là on est au deuxième jour, c'est que forcément on peut d'ores et déjà avoir un certain avis, même si, je le rappelle encore une fois, et comme je l'ai dit hier, il ne faut surtout pas se fier au temps. Parce que les écuries cachent énormément leur jeu, les modes moteurs sont différents, la quantité d'essence est différente, etc., etc. Même les conditions également météorologiques qui ont tout de même joué un rôle plutôt important. Il pleuvait aujourd'hui carrément à Bahreïn lors de la matinée. Donc juste pour vous dire à quel point il y a énormément de facteurs, de paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc attention encore une fois. Dans tout ce que je vais vous dire, je vais vous donner mon analyse globale. Mais en aucun cas, il faut directement tirer des conclusions de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, encore une fois, à Bahreïn. Voilà, ça me tenait à cœur à chaque fois de le redire. Juste avant qu'on commence, n'oubliez pas, voilà, le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément. Je remercie chacune des personnes qui prendront une petite seconde pour le faire. Et on est parti, comme vous pouvez le constater, directement avec la Aston Martin. Alors, la Aston Martin, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette AMR 25? La première chose qui me vient en tête quand je l'ai vue, c'est qu'elle ressemble... Bon, après, bien sûr, j'ai attendu de voir la Mercedes, puisque la Aston Martin est sortie avant la Mercedes, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec la Mercedes W16. On va pas se mentir. La MR25 utilise énormément d'éléments de Mercedes, ça on le sait déjà, c'était déjà le cas l'année dernière. Ça passe par les suspensions, ça passe par la boîte de vitesse, par le moteur également. Donc oui, beaucoup de similitudes avec la W16 et c'est tout à fait normal, ça on le sait déjà. Par contre, là où cette monoplace me plaît, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de changements aérodynamiques. Les pontons sont très agressifs, ça peut nous faire penser à ce qu'a introduit McLaren avec cette MCL 39. Je rappelle quand même l'objectif d'Aston Martin cette saison, c'est d'améliorer bien sûr la stabilité dans les virages, d'avoir une meilleure maniabilité pour les pilotes. C'est une voiture l'année dernière qui était très difficile à conduire, ce qui explique bien sûr leur 5e place au constructeur. Ils étaient trop loin des top teams et en même temps ils étaient un petit peu plus forts que les équipes qui étaient derrière. Donc là ils étaient un peu dans, vous savez, dans un gouffre. En gros, ils étaient tout seuls, au monde, à la 5e place au constructeur. Donc il fallait améliorer la stabilité dans les virages et également la stabilité au freinage. C'est ce qui a été recherché par Aston Martin. Et il fallait également avoir une voiture plus facile à conduire. Maintenant, la première chose que je peux vous dire, si on regarde un petit peu plus précisément la monoplace, alors comme je vous l'ai dit, la forme des pontons a été énormément affinée. Là, c'est extrêmement mince. Donc on a un espace beaucoup plus grand, bien sûr, au niveau inférieur qui va faire circuler l'air d'une manière bien plus conséquente. Cette plus grande ouverture va bien sûr faciliter le flux d'air et donc créer plus d'appui. C'est vraiment une approche très agressive de Aston Martin au niveau des pontons. Au niveau de l'entrée d'air, eh bien on est encore sur de l'overbite, donc on avance la lèvre supérieure. On l'a pu le voir ça de toute façon sur beaucoup d'écuries, que ce soit McLaren, Ferrari, Mercedes, etc. La seule équipe qui est partie sur de l'underbite, donc la lèvre inférieure qui va venir s'élargir, c'est Alpine. Voilà, j'en ai parlé juste hier. Et par rapport à l'entrée d'air, elle est un petit peu plus fine tout de même que celle de l'année dernière. Mais ça a été compensé tout simplement par un capot moteur. Un capot moteur que j'ai trouvé assez spécial, voilà, même plutôt banal dans sa forme, un peu en forme d'étagère. Ça se voit que la position du moteur a probablement été changée. Si on parle maintenant des aérations de refroidissement, eh bien c'est, je l'imagine, totalement en rapport avec ce qui s'est passé au niveau de l'entrée d'air des sidepods. Donc on en a rajouté tout simplement pour améliorer le refroidissement de la monoplace. Le fond plat a également subi quelques changements. On est sur quelque chose qu'on a déjà vu la saison dernière. Il faut savoir qu'Aston Martin a eu énormément de mal à trouver la bonne configuration de fond plat. Ça a été un problème la saison dernière. Il y a eu pas moins de 7 fonds plats différents, 7 planchers différents rapportés lors de la saison 2024. Ça a mangé le budget d'Aston Martin. Donc j'espère vraiment qu'Aston Martin aura trouvé la solution à ce niveau-là. Au niveau des suspensions, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on reste sur des suspensions de poussée, donc les push rod. Pareil que Mercedes, encore une fois, donc pas de surprise à ce niveau-là. Il y a d'autres détails également qu'on a pu constater, et ça on l'a pu le voir aujourd'hui avec de légères prises d'air sur le long du halo, ce qui explique bien sûr les flèches vertes que j'ai pu mettre juste ici, et également l'introduction d'une petite aile de Cobra, comme ce qu'a pu faire Ferrari la saison dernière. Mis à part cela, si on
on parle un petit peu plus de l'avant de la monoplace, le nez a été revisité et il a été même allongé, et l'aileron avant a subi tout de même quelques changements. Il me fait penser à celui qu'on a pu voir sur la Mercedes, un aileron qui va venir directement se connecter au plan principal. Ça va améliorer bien sûr la stabilité dans les virages lents. Par contre, encore une fois, attention à la flexibilité, puisque la Aston Martin est véritablement l'écurie la plus flexible, je trouve, sur les lignes droites, et ça on a déjà pu le constater avec Fernando Alonso hier et également aujourd'hui. Donc non, si je vous donne ma première observation, alors c'est extrêmement léger, hein, on n'est qu'au 2e jour, mais je trouve bien sûr qu'elle s'est améliorée sur beaucoup de points, que ce soit en termes d'adhérence, que ce soit au niveau de l'appui global de cette monoplace. Les pilotes ont l'air très satisfaits, notamment Fernando Alonso, qui a beaucoup plus de facilité à manier cette monoplace. La seule chose que je peux vous dire, c'est que plusieurs tests ont été effectués. D'ailleurs, je pense que Aston Martin est facilement l'une des écuries qui a testé le plus de pièces. Il y a eu 2 ailerons avant de tester, 3 ailerons arrière également de tester sur cette monoplace. C'est ma première observation, mais c'est encore une fois beaucoup trop tôt, donc on va garder les pieds sur terre et attendre. On continue donc les amis avec Stake. Alors très rapidement, hein, puisque j'ai pas forcément d'idée sur les performances de cette monoplace. La seule chose que je peux vous dire, c'est les changements qui sont visibles forcément. Alors bien sûr, le changement au niveau des pontons, on est sur des pontons beaucoup plus affûtés, beaucoup plus minces que ceux de l'année dernière, avec exactement une inclinaison un petit peu plus prononcée au milieu de ce ponton pour un meilleur écoulement de l'air sur la partie supérieure. La partie inférieure également a été un petit peu plus creusée. Au niveau des entrées d'air de ces pontons, là où auparavant Stake avait une entrée d'air underbite, là on est sur de l'overbite, on passe à une entrée d'air supérieure élargi, comme a pu le faire encore une fois McLaren, Ferrari, etc. D'autres changements que j'ai pu apercevoir, c'est surtout celui au niveau du fond plat. Alors je ne sais pas si c'est le fond plat qui sera utilisé à l'avenir, mais là où Stake auparavant avait un bargeboard très arrondi sur l'extrémité supérieure, là on est sur quelque chose de beaucoup plus pointu. Autre changement que j'ai pu remarquer, c'est bien sûr au niveau du capot moteur. Même si on garde à peu près le même design, j'ai l'impression qu'il a été également creusé, et il y a une légère ouverture d'air, une aération de refroidissement tout simplement. Si on regarde à l'avant de cette monoplace et à l'arrière, pas énormément de changements par rapport à la saison dernière. Le nez est toujours aussi allongé, voilà, c'est exactement pareil que sur la C44. Si je vous donne mes premières impressions concernant ce changement, puisque oui, Stake, ou du moins cette C45, a un énorme travail à faire pour revenir. L'année dernière c'était 10e quand même, je le rappelle, 10e au classement constructeur, donc déjà la première chose qu'on sait, c'est qu'ils ne peuvent que s'améliorer, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve tout de même que si on compare cette monoplace par rapport à celle d'autres écuries comme Mercedes, comme Aston Martin, je trouve que d'un point de vue extérieur et sur l'aérodynamique plus précisément, il n'y a pas eu énormément de changements. Les pilotes ont l'air d'être plutôt satisfaits de cette monoplace jusqu'à présent. Maintenant, à voir ce que cela donnera avec des conditions de course ou même des conditions de qualif. Donc après, j'espère tout de même que leur saison 2025 sera meilleure quand même que la saison 2024, puisque c'était une réelle catastrophe en 2024, et j'avoue que ça me ferait extrêmement mal au cœur de voir un pilote comme Nico Hülkenberg et également Gabriel Bortoleto qui va entamer sa première saison en Formule 1 en fond de grille, comme ça a été le cas pour Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas lors de la saison précédente. Donc voilà les amis, concernant Stake, on continue avec Williams. Alors pour Williams, beaucoup de changements sur la monoplace, je ne vais pas vous les citer puisque je l'ai déjà fait, tout simplement. J'ai déjà sorti une vidéo dédiée à cette FW47, donc je vous invite bien sûr à aller la voir pour connaître tous les changements. Si je vous l'ai fait assez rapidement, hein, un changement assez majeur au niveau des pontons qui sont beaucoup plus incliné, bien sûr un changement également au niveau du fond plat, une petite aile qui est venue s'introduire sur l'entrée d'air. D'ailleurs l'entrée d'air, parlons-en, toujours en forme d'overbite. Alors ça c'est quelque chose qui avait déjà été introduit à partir de Zandvoort en 2024. Au niveau des suspensions, on est sur quelque chose qui a totalement été repris de la Mercedes, que ce soit à l'arrière des suspensions de poussée, à l'avant des suspensions de poussée également. Au niveau du capot moteur, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. Les sorties de refroidissement également ont été totalement supprimées à l'arrière. L'aile de requin a été élargie, donc oui, un gros travail sur le capot moteur, tout ça pour réduire la résistance à l'air et donc réduire la traînée de cette monoplace. Donc oui, beaucoup de petits changements sur cette FW47. James Wolfe nous l'avait annoncé lui-même, l'objectif n'est pas 2025, l'objectif c'est 2026, c'est 2027, c'est 2028. Williams n'a vraiment pas envie de compromettre la nouvelle réglementation pour cette saison 2025. L'objectif c'est le long terme, ce n'est pas le court terme, mais malgré cela, je trouve que
les changements sont plutôt bien amenés par rapport à la monoplace de l'année dernière. Si on parle du comportement de cette monoplace, alors je trouve, de mon point de vue, qu'il y a quand même une certaine amélioration. La monoplace a l'air bien plus rapide. D'ailleurs, sur la ligne droite, c'est l'une des voitures les plus rapides qu'on a pu voir lors de la première journée de test. Elle est rapide, mais par moments, elle peut manquer d'adhérence. Ça se voit, hein, ça se constate dans les parties un petit peu plus sinueuses. Albon, lors de la première journée, s'est énormément concentré, je trouve, sur des tests aérodynamiques et même sur des tests sur de longs relais. Et Sainz, lui, eh bien, là où il a été un petit peu plus mis en avant, c'est surtout lors de la deuxième journée. Lors de la deuxième journée, alors il faut savoir que Carlos Sainz a pu participer à toute la deuxième journée, que ce soit la matinée et également l'après-midi. Et c'est la dernière fois qu'on voit Sainz lors de ces tests. Donc Sainz se devait de pousser exactement cette Williams, qu'il a été bien plus rapide que lors de la première journée. Alexander Albon a dit lui-même qu'il se sentait très très bien dans la monoplace, que ça lui faisait penser à ce qui s'était passé l'année dernière, puisque l'année dernière c'était à peu près similaire, hein. La Williams avait l'air plutôt forte. Malheureusement, Alexander Albon l'a dit encore une fois, l'année dernière on était très très fort en début de saison et après tout s'est écroulé et il ne faut pas que ça se reproduise en 2025, mais en tout cas on est très concentré sur 2026. Donc voici les propos du pilote thaïlandais. Ça confirme hein, ce que je vous ai dit par rapport aux propos de James Falls un petit peu plus tôt, comme quoi Williams se concentre un petit peu plus sur 2026, sur 2027. Mais là, par rapport aux premières observations qu'on peut d'ores et déjà voir, ça a été pour ma part aujourd'hui l'une des seules équipes à vraiment pousser la monoplace. Donc on verra ce qui se passera pour eux, mais en tout cas on leur souhaite bien sûr de revenir. Donc on en a terminé pour Williams et on continue avec la McLaren. Et McLaren, bon, il y a beaucoup de choses à dire concernant McLaren. Déjà, en termes de changement aérodynamique, je pense sincèrement qu'on est sur le concept le plus agressif. J'ai déjà sorti une vidéo, tout comme Williams, sur la McLaren, donc je vous invite à aller la voir pour ceux qui veulent avoir certains changements. Bien sûr, je vais vous montrer quelques changements très très brièvement, hein, histoire que vous ayez quand même histoire que vous puissiez plutôt bien visualiser cette MCL 39. L'aspect le plus important à prendre en compte, c'est que McLaren a vraiment essayé de pousser ce concept à son maximum par rapport à certains points. Bien sûr que l'aérodynamique a été peaufinée, mais également l'aspect mécanique. Si on prend en compte les suspensions avant pull rod, donc des suspensions à tirant, les suspensions sont bien différentes de celles de l'année dernière. Surtout au niveau des points d'ancrage, des triangles de suspension, on est sur quelque chose de beaucoup plus agressif, on est sur de la recherche totale d'anti-dive, donc d'anti-plongée. Ça permet à la voiture de ne pas trop piquer du nez lors des freinages, d'avoir un meilleur confort pour les pilotes sur les zones de freinage. Donc pour l'anti-dive, pour l'anti-plongée, ça a été poussé à son maximum. McLaren a énormément travaillé sur ce côté mécanique, sur les suspensions avant de cette monoplace. Donc ça, c'est pour ma part le plus gros changement mécanique sur cette voiture. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus précisément aux changements aérodynamiques, je vous les ai déjà donnés, mais bien sûr qu'il y a eu un changement assez majeur sur les side pods, que ce soit par rapport à la partie supérieure qui est beaucoup plus creusée, et on peut déjà le voir, hein, cette légère courbe qui a été rajoutée par rapport à l'année dernière. La partie inférieure est beaucoup plus mince pour un meilleur écoulement de l'air. Le fond plat a également été changé. Et d'ailleurs, lors de la deuxième journée, McLaren a pu rapporter un deuxième fond plat, je le rappelle, un deuxième fond plat qu'on n'a pas très bien pu visualiser pour le moment, mais McLaren est vraiment en train de tester certaines pièces. Également, d'autres choses à prendre en compte, puisque oui, le refroidissement de cette monoplace a bien sûr été amélioré, avec une sortie d'air juste ici. Cette aération a totalement été reprise de la Red Bull. Également une petite aération juste en dessous qui a été rajoutée proche de la suspension arrière. L'aile de Cobra également, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir sur la Ferrari. L'aileron arrière a subi quelques changements, tout comme l'aileron avant. Donc oui, beaucoup de changements sur cette MCL 39. Mais si on s'intéresse un petit peu plus au ressenti des pilotes, parce que oui, c'est dur, et ça c'est même Frédéric Vasseur qui nous l'avait dit, c'est très très dur d'avoir un gain de temps quand tu as déjà poussé le concept au maximum. Les amis, je rappelle qu'on est dans la 4e année de cette réglementation, la 4e et la dernière année de cette réglementation, et c'est très très dur de trouver un gain de temps. C'est vraiment très très compliqué, mais en tout cas, d'après le ressenti des deux pilotes, que ce soit Lando Norris ou Oscar Piastri, ils ont l'air plutôt satisfaits. C'est la première fois depuis quelques années que McLaren commence plutôt bien ses essais hivernaux. Je rappelle qu'il y a quelques années, ils avaient eu un gros problème au niveau des freins. L'année dernière, il y avait un manque de performance qui était quand même assez flagrant quand on regarde les autres écuries. Et même ça s'est directement confirmé en début de saison puisque McLaren n'était vraiment pas au rendez-vous. Il a fallu attendre les premières évolutions, le premier gros package à Miami pour que McLaren revienne tout simplement en termes de performance. Et ça leur a même permis d'aller chercher ce titre au constructeur la saison dernière. Donc là, on est quand même sur une MCL 39 qui est une évolution de la MCL 38 encore une fois. Les pilotes ont pu faire beaucoup de tests. Lors de la première journée, le matin,
Oscar Piastri a pu faire énormément de tests aérodynamiques sur cette monoplace, toujours hein, pour collecter des données et surtout pour voir la corrélation entre ce qu'on a en piste et ce qui s'est passé à l'usine, notamment dans la soufflerie. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. La plupart des écuries sont passées par là. Lors de l'après-midi, par contre, Lando Norris, lui, s'est concentré sur les longs relais, vraiment sur les longs relais, ça a l'air de plutôt bien se passer pour lui. Piastri avait un petit peu plus de mal, mais Lando Norris a vraiment montré cette précision que peut avoir cette McLaren dans les sorties, dans les entrées de virage. On a une voiture qui a une bien meilleure traction, une voiture qui a un freinage bien mieux équilibré, je trouve. Là, je parle seulement que de Lando Norris, hein. Bien sûr, Oscar Piastri, lui, c'était pas du tout la même chose. Lui, il était quand même beaucoup plus en difficulté. Tout dépend bien évidemment de la configuration de cette monoplace et c'est beaucoup trop tôt encore une fois pour faire des conclusions. Mais là, je vous parle vraiment de la différence entre Oscar Piastri le matin et Lando Norris l'après-midi. Lors de la deuxième journée, j'ai l'impression que les deux pilotes étaient sur des tests différents de configuration. Lando Norris toujours sur les longs relais et Piastri à peu près, c'était à peu près pareil que lors de la première journée avec énormément de sous-virages. Il avait du mal avec cette MCL 39. Donc voilà, concernant les premières observations sur un circuit de Bahreïn où elle n'est généralement pas à l'aise, là je trouve que c'est totalement l'inverse et le sourire de Lando Norris veut absolument tout dire. McLaren par rapport aux années précédentes a très bien commencé ses essais hivernaux. Et j'espère pour eux que ça continuera ainsi. Bon, maintenant, si je vous donne mon avis global, ça va être extrêmement rapide, hein, puisque demain, je vais faire le grand bilan et je vous parlerai également de la Ferrari et de la Haas, les deux écuries dont je n'ai toujours pas parlé jusqu'à présent. Si je vous donne mon avis global, alors, au niveau des long runs, au niveau du rythme de course, McLaren est vraiment sorti du lot aujourd'hui. Et là où je dis que McLaren sort du lot, c'est surtout, encore une fois, sur les long runs. C'est là où Lando Norris m'a énormément impressionné face à Charles Leclerc et à Andrea Kimi Antonelli. Les trois étaient sur une simulation de course pratiquement en simultané, avec bien sûr des gommes différentes, et Lando Norris a vraiment été impressionnant à ce moment-là. Il y a déjà des informations qui sortent comme quoi Ferrari était sur un mode ERS différent, mais c'est quand même assez flagrant que la McLaren a une certaine facilité dans ce rythme de course, même au niveau de la dégradation. Lando Norris avait moins de dégradation avec le C2 qui est une gomme plus tendre que Charles Leclerc en C1 avec la gomme la plus dure proposée par Pirelli lors de ses essais hivernaux. Tout le monde considère McLaren du coup comme le grand favori pour cette saison. Ce que montre McLaren actuellement est vraiment impressionnant, ça c'est sûr et certain. Et selon moi, et je vais encore une fois vous donner mon avis, ces temps autour ne sont pas forcément valables pour le moment. On est rendu qu'au deuxième jour de test, hein, parce que quand je regarde les réseaux sociaux, alors là, ça part en cacahuète. Oui, McLaren est déjà favori, oui, McLaren va défoncer tout le monde cette saison. C'est une possibilité, je dis pas le contraire, mais c'est encore une fois trop tôt pour le dire. Ce n'est pas parce que McLaren s'est envolé aujourd'hui qu'ils sont forcément favoris. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Alors c'est vrai que sur les long runs, vu qu'il y a une certaine distance de course, l'aspect du carburant est moins important. Mais tout de même, n'oublions pas les modes moteurs également qui sont très importants, les conditions de ce tracé de Bahreïn. C'est vrai que McLaren a fait une très forte impression et si vous êtes fan de McLaren, vous pouvez être content de votre écurie aujourd'hui. Mais si vous êtes fan Ferrari, Mercedes, Red Bull ou autre, ne perdez pas espoir pour autant. Vraiment, on est rendu qu'au deuxième jour et tout peut encore se passer. Si Ferrari sort une masterclass demain, tout le monde parlera de Ferrari. Si Mercedes sort une masterclass demain, tout le monde parlera de Mercedes, pareil pour Red Bull. Donc voilà, encore une fois, on en vient à la même conclusion. On va pas faire de conclusion trop rapide et on va attendre bien sûr de voir ce qu'il se passera à la fin de ces 3 jours et si ce n'est même après. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est ma petite analyse, voilà, pour terminer cette vidéo. Demain, on fera le très grand bilan où on parlera un petit peu de tout le monde et notamment de Ferrari et de Haas dont je n'ai toujours pas parlé, malheureusement. Sur ce, eh bien, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour la dernière vidéo de ces essais hivernaux. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Salut tout le monde.